Droit maritime approfondi. Le cours a pour objet d'aborder différents thèmes de réflexion portant sur le droit maritime qui méritent d'être approfondis et suscitent la réflexion. Ce cours de droit maritime approfondi a pour objet de vous amener à réfléchir sur certains concepts et mécanismes clés de la matière. Plus précisément, il s'agit d'aborder plusieurs questions du droit maritime qui n'ont pas pu être développées dans les cours de droit maritime de la licence MST1. Introduction. Dans le cadre de l'introduction, je voudrais vous rappeler d'une part les caractéristiques du droit maritime, et d'autre part, l'objet du cours, à savoir les questions que je vous propose d'étudier, Les caractéristiques du droit maritime. L'appréhension du droit maritime suppose de préciser la notion de droit maritime, ses sources, la raison de l'existence de cette discipline, ainsi que son autonomie réelle ou supposée, La notion de droit maritime. Le droit maritime fait l'objet de plusieurs acceptions selon que l'on retient une conception large ou étroite de cette discipline. 1. La conception large. Certains auteurs considèrent que le droit maritime peut être défini comme l'ensemble des règles juridiques qui naissent ou se développent en relation avec la mer. Pour une partie de la doctrine, le critère qui délimite l'objet du droit maritime est donc la mer et la maritimité, et non le commerce maritime, comme le disait l'ancien code de commerce. Selon cette acception large, le droit maritime comprend donc à la fois le droit privé et le droit public, le droit national et le droit international. En d'autres termes, le droit maritime tend à la fois le droit commercial maritime et le droit public et international de la mer. 2. La conception stricte. Selon une acception plus stricte, le droit maritime peut être défini comme l'ensemble des règles du droit positif applicables aux activités humaines en mer. Cette définition permet de distinguer le droit maritime du droit de la mer qui correspond à l'ensemble des règles du droit positif régissant le statut des mers et des océans et qui relève du droit international public. Bien que les deux droits soient étroitement dépendants, nous n'étudierons que le droit maritime qui est compris comme étant, surtout et d'abord, le droit du commerce sur mer, ce qui exclut l'activité de pêche en mer ou la navigation de plaisance. C'est la conception que je retiendrai dans le cadre de ce cours. B. Justification de l'existence du droit maritime. Le développement d'un droit spécifique pour les activités humaines en mer se justifie par le fait que ces activités maritimes se trouvent en tout instant confrontées à des dangers très particuliers, les périls de mer, qui prennent souvent la tournure de catastrophes inconnues à terre, sinon dans leur nature du moins dans leur fréquence ou intensité. On comprend que celui qui accepte de s'exposer au risque de perdre sa vie ou ses biens attend du droit à un traitement différent de celui que le droit terrien a imaginé. C. Les sources. 1. L'évolution des sources. Le droit maritime moderne a été forgé par des marchands qui, au Moyen Âge, pratiquaient la pêche ou le commerce en mer. Le droit maritime est ainsi créé dès le XIe siècle par des communautés portuaires pour le besoin spécifique d'une activité aventureuse et internationale. À l'époque médiévale, la marque du droit maritime est son uniformité internationale assez poussée. Le droit maritime est le droit des gens de mer. Il est, à peu près, le même d'un port à l'autre, d'un pays à l'autre. Suite aux guerres, le nationalisme juridique fait son apparition dans le domaine maritime. On voit alors apparaître un droit maritime français, anglais, espagnol. La meilleure illustration de ce nationalisme juridique est sans aucun doute l'ordonnance sur la marine d'août 1681 due à Colbert dont les dispositions seront reprises par le Code de commerce de 1807, livre 2 consacré au commerce maritime. Cet éclatement du droit maritime dure encore aujourd'hui. Toutefois, à la fin du XIXe siècle, la communauté maritime a éprouvé le besoin d'une certaine harmonisation, gage de sécurité juridique. Les gens de mer ont, en effet, besoin de connaître les règles qui leur sont applicables. L'harmonisation internationale du droit maritime est le fait de différentes organisations internationales, comme nous allons le voir en étudiant les sources contemporaines de ce droit. 2. Les sources contemporaines. On distingue les sources externes, 1, des sources internes, 2. 1. Les sources externes. On distingue les sources externes, 1, des sources internes, 1. Les sources internationales. Les sources internationales sont le fruit de différentes organisations internationales telles que le Comité maritime international, CMI, l'Organisation maritime internationale, OMI, la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement, CNUSE, ou la Commission des Nations unies pour le droit commercial international, CNUTSI.
On doit à ces organisations de très nombreuses conventions élaborées sous l'égide du CMI comme la Convention du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage, la Convention du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiées en 68 et 79. La Convention du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer. 2. Les sources européennes. À côté de ces instances internationales, il faut aussi citer le rôle des traités européens tels que le traité de Rome du 25 mars 1957, politique commune des transports, l'acte unique européen de 1986, ouverture du marché maritime, le traité de Maastricht, nouvelles compétences de l'Union dans le domaine de la sécurité maritime. Ces textes ont une grande incidence sur le statut de notre marine marchande. Ainsi les privilèges de pavillon et les aides autrefois réservés aux armateurs français sont condamnés. L'impact du droit communautaire se manifeste encore sur les conditions d'attribution de la nationalité des navires et sur les conditions d'armement d'un navire ainsi immatriculé ou encore sur la sécurité maritime et la protection de l'environnement, paquet Erika. Cependant, si le droit maritime est dominé par le droit européen, tout ne passe pas par Bruxelles. À titre d'exemple, il n'existe pas d'eaux européennes et l'harmonisation des charges pesant sur les armateurs n'est pas encore à l'ordre du jour. 2. Les sources internes. 1. Le Code des transports. Aujourd'hui, le droit maritime interne relève principalement du Code des transports. Le livre V de ce code comprend de très nombreuses dispositions qui s'efforcent de couvrir l'ensemble des questions maritimes. On observera que le droit interne est très largement calqué sur le droit international. Le législateur français a, en effet, pris modèle sur les conventions internationales pour édifier la réglementation maritime interne. En outre, la jurisprudence a tendance à interpréter la législation française de la même manière que la convention internationale dont elle s'inspire. 2. Les usages. Enfin, on soulignera l'importance de la pratique internationale et des usages comme source du droit maritime, délai de chargement ou de déchargement des navires. Dans de très nombreux domaines, les organismes professionnels ont élaboré des contrats types, affrètement, assurance, assistance. Importance des usages en matière d'opposabilité des clauses de compétence pouvant figurer dans les connaissements ou le lettre de transport maritime. 3. La jurisprudence. Aujourd'hui, la jurisprudence peut être considérée une véritable source de droit, on a eu la prescience. Le droit maritime n'échappe pas à cette évolution. Il n'est qu'à citer le célèbre et fondateur arrêté FN de 1896, l'arrêt dit du remorqueur suite à une explosion, lors de la navigation sur l'eau qui a donné lieu à l'émergence de la responsabilité du fait d'autrui. Il est important de comprendre que la théorie et la pratique marchent de conserve, comme les beaux navires. Il n'est pas de bonnes théories qui ne reçoivent d'application concrète et, inversement, il n'est pas de situation particulière qui ne s'explique par référence à de grands principes. Un bon maritimiste doit connaître la jurisprudence. C'est d'ailleurs l'étude de la jurisprudence qui m'a amené à choisir les thèmes que je vais évoquer avec vous. IV. L'autonomie du droit maritime. La question de l'autonomie du droit maritime est importante. En effet, si le droit maritime est autonome, cela signifie qu'il constitue à lui seul une science juridique dotée de ses règles propres. De façon plus précise, l'autonomie du droit maritime implique donc une autonomie législative et judiciaire. L'autonomie législative signifie qu'il doit exister un corps de droit distinct et autonome, différent du droit civil et commercial, composé uniquement de règles juridiques maritimes. S'il y a lieu à interprétation, il faut en trouver la clé dans le droit maritime uniquement. L'autonomie judiciaire signifie qu'il doit y avoir une juridiction spéciale ou spécialisée uniquement dans les questions relatives au droit maritime et, par conséquent, elle crée sa propre jurisprudence maritime. Remarque. Certains ajoutent que l'autonomie du droit maritime implique en outre l'autonomie académique ou universitaire, signifie que les facultés de droit doivent reconnaître, créer et promouvoir des chaires de droit maritime qui enseignent leur propre programme, détachés de toute autre matière ou sujet. Si au contraire, le droit maritime est un droit subordonné, les difficultés d'interprétation qu'il soulève peuvent être résolues en faisant appel à des notions et des règles qui lui sont extérieures. La réponse à cette question n'est pas, selon nous, univoque.
En effet, le droit maritime peut être considéré sur certains aspects comme un droit autonome et sur d'autres comme un droit particulariste en ce qu'il renvoie parfois au droit commun ou d'autres branches du droit privé. Le droit maritime est autonome en ce qui concerne des notions qui sont issues de l'histoire maritime ou d'une convention maritime internationale, abordage, transport maritime, responsabilité des propriétaires ou exploitants de navires. Mais le droit maritime cesse d'être autonome lorsqu'il fait appel aux grandes techniques classiques du droit civil ou du droit commercial. À titre d'exemple, les règles de formation des contrats maritimes sont les mêmes que celles des contrats terriens. Autrement dit, on ne peut pas toujours faire l'économie des techniques juridiques traditionnelles. Si l'on réduit le droit maritime, comme on a tendance à le faire, au seul droit des transports maritimes, la tentation est grande de considérer ce droit comme une branche particulière du droit commercial. Reste, cependant, qu'une règle dont l'origine est internationale, ne peut s'interpréter à la seule lueur des concepts civilistes ou commercialistes du droit interne. L'objet du cours de droit maritime approfondi. Compte tenu du faible volume horaire, j'ai dû faire un choix quant aux questions à aborder. Après réflexion, il m'a semblé intéressant de cibler le contentieux en matière de transport maritime car c'est l'un des thèmes qui vous sera sans doute très utile dans votre vie professionnelle. J'ai ainsi décidé d'écarter les questions relatives au fond que vous avez dû déjà aborder, conditions de la responsabilité du transporteur maritime, et de centrer mon cours sur les difficultés préalables au traitement du fond d'un litige qui présente des particularités propres en matière maritime. L'étude de la jurisprudence révèle, en effet, la récurrence de certaines questions préalables à l'étude du fond d'un litige qui, quoique très importante en pratique, car elles conditionnent souvent l'issue du procès, ne sont guère étudiées dans les cours de droit maritime classique. L'étude de la jurisprudence française récente ou plus ancienne révèle que les premiers arguments présentés par les parties à un litige découlant d'un transport maritime concernent d'une part la recevabilité de l'action contre le transporteur maritime et la détermination du tribunal compétent. 1. La première difficulté tient à la détermination des conditions d'action contre le transporteur maritime. 2. Une autre question préalable à l'examen du fond du litige est celle de la détermination de la juridiction compétente. La plupart du temps, les connaissements contiennent une clause de juridiction désignant le juge compétent. Ces clauses sont de deux types. On distingue les clauses de compétence attribuant compétence à une juridiction étatique des clauses compromissoires renvoyant les parties au contrat à l'arbitrage. En droit maritime, la validité et l'opposabilité de ces clauses posent souvent problème, soit qu'elles ne sont pas assez précises, soit que leur opposabilité pose problème. Mais pour bien comprendre les enjeux de ces deux grandes questions, il convient de revenir sur le document phare du droit des transports maritimes, à savoir le connaissement. Plan. Chapitre préliminaire. Le connaissement première partie. L'action en justice contre le transporteur maritime deuxième partie. Les clauses attributives de compétence et clauses compromissoires. Plan détaillé. Première partie. L'action en justice contre le transporteur maritime chapitre 1. Les conditions du droit d'action section 1. La qualité à agir I. La qualité à agir en l'absence de connaissement I. La qualité à agir en présence du connaissement A. Le porteur du connaissement B. Le destinataire réel C. Le chargeur réel section 2. L'intérêt à agir section 3. Le défendeur à l'action chapitre 2. La prescription du droit d'action. Deuxième partie. La détermination de la juridiction compétente chapitre 1. Les règles de compétence section 1. En droit interne section 2. En droit international. Chapitre 2. Les clauses attributives de compétence et les clauses compromissoires. Section 1. Conditions de validité de la clause section 2. Conditions d'opposabilité de la clause I. Opposabilité au chargeur I. Opposabilité au destinataire. Chapitre préliminaire. Le connaissement. Section 1. Définition du connaissement. Bien qu'il existe, dans la pratique, une grande variété de titres de transport maritime, ordre, note ou avis d'expédition, récépissé, titre de mouvement de véhicules commerciaux, CAV Bill ou LTM, etc. Le connaissement, Bill of Lading, est le document le plus utilisé pour prouver l'existence du contrat de transport maritime. Pourtant ni la loi française, ni la Convention de Bruxelles de 1924, dont l'objet est pourtant l'unification de certaines règles en matière de connaissement, ne définissent le connaissement. Une définition est donnée par les règles de Hambourg, Conv. Hambourg, 31 mars 1978, A. 1, 7, selon lesquelles
Le terme connaissement désigne un document faisant preuve du contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par le transporteur ainsi que l'engagement de celui-ci de délivrer la marchandise contre remise de ce document. Cet engagement résulte d'une mention dans le document stipulant que les marchandises doivent être délivrées à l'ordre d'une personne dénommée ou à ordre ou au porteur. Section 2. Lien entre le connaissement et le contrat de transport. Ce n'est pas le connaissement qui fait le contrat de transport. Le contrat de transport maritime est en effet un contrat consensuel. Le contrat existe donc dès la rencontre des volontés, indépendamment de l'écrit qui le matérialise. Le connaissement ne saurait être par lui-même constitutif du contrat de transport, ce dernier résultant du seul accord de volonté des parties à la convention. En conséquence, le défaut de connaissement ne peut s'interpréter comme signifiant l'absence de contrat de transport, le connaissement ayant une simple valeur probatoire et non une valeur constitutive. Faut-il privilégier une approche documentaire ou contractuelle du contrat de transport? L'enjeu de cette controverse est concret et actuel. Dans un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-Marseille, du 1er février 2024 DMF numéro 867, la Cour déclare que faute de délivrance d'un connaissement ou de tout autre document similaire attestant du transport maritime, la Convention Bruxelles n'a pas vocation à s'appliquer, car le droit maritime n'a pas vocation à s'appliquer. Ici, la Cour d'appel prône donc une approche documentaire. Sans document, il n'y a pas de contrat de transport. Or le connaissement ne fait pas le contrat de transport, puisqu'il est consensuel. Le contrat existe dès la rencontre des volontés indépendamment de l'écriture qui le matérialise. Deux décisions en ce sens. Un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 18 juillet 2019. Le connaissement n'est pas constitutif du contrat de transport, ce dernier résultant du seul consentement des parties à la convention. De plus, la Cour d'appel d'Aix dans un arrêt du 4 avril 2019 prévoit que le défaut de connaissement n'a qu'une simple valeur probatoire et non une valeur constitutive. Ce fut confirmé dans un arrêt du 14 juin 2023 de la Chambre de commerce de la Cour de cassation qui juge que la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle contre un transporteur maritime s'apprécie indépendamment des mentions du connaissement émis pour constituer la preuve du contrat de transport. Section 3. Les trois fonctions du connaissement. Le connaissement assume la triple fonction de reçu de la marchandise, preuve du contrat de transport, et titre représentatif de la marchandise. Le connaissement, preuve de la réception de la marchandise jusqu'à preuve du contraire. Le connaissement fait présumer la réception de la marchandise telle qu'elle a été décrite, art 3, 4, conv. L 5422, 3, c. Transp. Cette présomption ne peut être renversée par la preuve contraire qu'entre les parties. Elle est donc irréfragable si le connaissement a été transmis au destinataire ou à un tiers porteur de bonne foi. Il en résulte que si le transporteur n'a pas apposé de réserve sur le BL, il est présumé avoir reçu une marchandise conforme aux énonciations du titre. Sa responsabilité peut être alors engagée par le destinataire alors même que les dommages se sont produits avant la prise en charge de marchandises. D'où l'intérêt pour le transporteur d'apposer des réserves spéciales et motivées sur le BL s'il a des raisons de soupçonner que les mentions du BL concernant la marchandise sont inexactes ou s'il n'a pas de moyens de contrôle suffisants pour vérifier ces énonciations. Remarque. Lettre de garantie au départ. Les chargeurs ont intérêt à obtenir un BL net clan. Un BL sans réserve lui permet d'obtenir un crédit documentaire, de vendre la marchandise plus facilement. D'où la pratique des lettres de garantie par lesquelles le chargeur s'engage à garantir le transporteur contre toute réclamation qui pourrait être faite contre lui en raison des défauts de la marchandise. Pour le transporteur, l'émission d'une lettre de garantie, contre lettre, emporte une présomption irréfragable de réception de la marchandise en bon état à l'égard du destinataire. La pratique des lettres garanties prive le transporteur de sa possibilité de s'exonérer de sa responsabilité si la réserve relative à l'état de la marchandise a été volontairement omise. L'article L 5422, 5 du Code des transports dispose: toute lettre ou convention par lesquelles le chargeur s'engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a consenti à délivrer un connaissement sans réserve, sont nulles et sans effet à l'égard des tiers. Toutefois, ceux-ci peuvent s'en prévaloir à l'encontre du chargeur.
Si une réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du connaissement, le transporteur ne peut se prévaloir de ce défaut pour éluder sa responsabilité et ne bénéficie pas de la limitation de responsabilité prévue par les dispositions de l'article L. 5422-14. Remarque. Lettre de garantie à l'arrivée. Dans le cas de l'émission d'un connaissement, nominatif, à ordre ou au porteur, la production d'un connaissement original auprès de l'armateur est indispensable pour que la marchandise soit mise à disposition du destinataire. Pour diverses raisons, retard du courrier ou perte de courrier, il est possible que le destinataire ne soit pas en possession d'un connaissement original au moment de l'arrivée de la marchandise. Afin de pouvoir prendre possession de la marchandise, il est fréquent que le destinataire remette à l'armateur une lettre de garantie bancaire couvrant la valeur de la marchandise plus d'éventuelles autres charges comme les coûts de transport. Si l'armateur accepte de mettre à disposition la marchandise contre une lettre de garantie, il doit d'abord s'assurer que toutes les parties au contrat de transport acceptent ce process. Il doit entre autres s'assurer que le chargeur n'a pas gardé les connaissements originaux en attente du règlement d'un litige commercial ou que le réclamant soit bien le dernier endossataire d'un connaissement négociable. La prudence pour un armateur est de demander une lettre de garantie non limitée dans le temps et non limitée en valeur. À noter, la mise à disposition de la marchandise sans production d'un connaissement original, y compris contre la production d'une lettre de garantie, est considérée par la justice comme une faute grave. Il en découle que les assurances peuvent ne pas couvrir les conséquences financières d'un tel acte. Ces conséquences financières peuvent dépasser largement la valeur de la marchandise concernée par l'expédition et impliquer d'autres expéditions sur d'autres armateurs ou un préjudice commercial supérieur à la valeur de l'expédition concernée. II. Le connaissement preuve du contrat de transport et de son contenu. Le connaissement ne fait pas le contrat de transport. Le BL n'est pas une condition de l'existence du contrat qui est un contrat consensuel. Autrement dit, le connaissement a une simple valeur probatoire et non une valeur constitutive. Le BL est simplement une preuve de son existence ainsi que des obligations du chargeur et du transporteur. II. Le connaissement, titre représentatif de la marchandise selon le professeur Bonassi, le connaissement est la marchandise. Parmi les effets de cette assimilation du titre à la marchandise pourra être saisie à bord du navire par les créanciers du titulaire du connaissement. De même, le transporteur ne devra livrer la marchandise au destinataire qui est nécessairement le titulaire des droits attachés au titre. Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 juin 2023 numéro 22-12-885. Cette décision tranche la difficulté des opérations de négo. Une société chinoise confie à une société française l'organisation du transport de France en Chine, de caisses de vin commandées à une entreprise française. La société chinoise est chargeur et destinataire, et la société française est commissionnaire de transport. Le problème, c'est que la société chinoise ne prend pas livraison des marchandises à leur arrivée et en plus, elle n'honore pas toutes ses factures. L'entreprise française se retourne contre le transporteur à qui elle reproche de ne pas avoir respecté ses engagements. En raison du non-paiement des factures, la vendresse avait interdit à son transporteur de livrer la marchandise, ce dernier n'a pas respecté cette interdiction. La question est-ce que le transporteur avait engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société française ? La Cour d'appel a jugé qu'en délivrant des lettres de transport maritime permettant à la société chinoise de se faire livrer la marchandise sans règlement des factures, le transporteur a commis une faute délictuelle subie par l'entreprise française. La Cour de cassation a approuvé la solution de la Cour d'appel en l'argumentant. Elle commence par rappeler que contrairement à la lettre de transport maritime qui n'est pas négociable et qui ne vaut pas représentation de la propriété de la marchandise, le connaissement est un document négociable qui vaut preuve de réception par le transporteur des marchandises, dont la propriété est représentée par le connaissement original et que seul le détenteur peut revendiquer la marchandise. Donc la faute du transporteur, c'est qu'il ne pouvait remettre la marchandise que contre un original du connaissement effectué après paiement complet. Elle ajoute que le transporteur devait préalablement à la remise de lettres de transport maritime informer la vendresse de la situation pour lui donner la possibilité de prendre en temps utile une décision sur le sort des marchandises dont elle était propriétaire. Section 4.
L'identification des parties au connaissement. Le contrat de transport est un contrat tripartite qui met en présence un chargeur qui s'engage à payer un frais déterminé, le transporteur qui s'engage à acheminer une marchandise déterminée d'un port à un autre et le destinataire qui, tiers au contrat, prend livraison de la marchandise et bénéficie à ce titre d'une action contractuelle contre le transporteur. Le transporteur maritime est, en principe, identifié grâce à son en-tête qui figure sur le connaissement. Cependant, en pratique, l'identification du transporteur peut poser problème pour différentes raisons. Souvent les magistrats ont eux-mêmes des difficultés à démêler les chevaux. La première difficulté résulte du fait qu'en raison des conditions d'exploitation des navires de ligne régulière, consortium d'armateurs, services combinés, utilisation d'un même navire par plusieurs transporteurs, de nombreux connaissements sont émis sans en-tête. Il en résulte qu'en pratique, les porteurs de connaissements peuvent se trouver confrontés à des difficultés d'identification. Remarque des connaissements, parfois dépourvus d'en-tête, peuvent être émis dans le cadre d'un affrètement. Une deuxième difficulté résulte du fait que le connaissement ne mentionne parfois qu'une enseigne commerciale qui ne permet pas toujours d'identifier le transporteur maritime avec certitude. Remarque: les enseignes commerciales sont des éléments descriptifs ou décoratifs sans valeur juridique car elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Dans cette hypothèse, la théorie de l'apparence a été admise, à plusieurs reprises, en raison de l'erreur provoquée, sciemment ou non, par le véritable défendeur et de sa participation à l'instance, ce qui dénotait sa parfaite connaissance de la situation. Certains arrêts évoquent un flou et un rideau de fumée. Exemple: c'est à Paris, 1er juillet 1994, No 92, 156, 86. A été jugé recevable l'acte visant une enseigne, mais délivré au siège même de la société dont les responsables avaient spontanément, sous la bonne dénomination, effectué un appel en garantie. Ici, la Cour d'appel de Paris relevait notamment une confusion artificiellement utilisée pour tromper les adversaires. Arrêt de la Cour d'appel de Paris 1er juillet 1994. La Cour d'appel a jugé que l'acte de désignation d'une enseigne délivré au siège même de la société dont les responsables avaient spontanément sur la bonne dénomination effectué un appel à garantie, relève une confusion artificiellement utilisée pour confuser les adversaires. Pour que la théorie de l'apparence fonctionne, il faut une apparence et il faut avoir commis une erreur commune. De la même manière, plusieurs procédures contre la même compagnie de transport ont été recevables, dès lors que le commissionnaire de transport a pu légitimement croire une confusion entretenue dans les documents contractuels d'avoir telle société en qualité de transporteur. Décision du 17 juin 2021 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. De la même manière, plusieurs procédures contre une compagnie de navigation ont été jugées recevables au motif que le commissionnaire a pu légitimement croire, au vu de la confusion entretenue dans les documents contractuels, avoir pour co-contractant telle société en qualité de transporteur. Troisième difficulté. L'exploitation généralisée des navires en service combiné ou en consortium conduit fréquemment à ce que plusieurs compagnies de navigation soient mentionnées sur un même titre de transport ou qu'un même navire soit utilisé par plusieurs transporteurs en même temps. Il devient dès lors difficile pour le porteur du connaissement d'identifier l'armateur qui s'est engagé à transporter ses marchandises. On distingue alors les situations suivantes. Connaissement a en tête d'un service commun à deux compagnies, l'action pour pertes et manquants est recevable contre les deux compagnies conjointement, bien que le transport ait été en fait effectué par un navire appartenant à une seule d'entre elles. Les deux sociétés sont déclarées solidairement responsables. Consortium d'armateurs. Le connaissement qui indique plusieurs noms de compagnies comporte souvent une mention indiquant lequel des transporteurs, figurant dans la liste, est l'émetteur du connaissement, au moyen d'une croix ou d'une case spéciale. En revanche, si le document de transport n'indique pas, clairement, le nom du transporteur, le destinataire doit par prudence assigner individuellement tous les transporteurs indiqués sur le connaissement. Il est inutile, voire dangereux, d'assigner le consortium en tant que tel. Il n'est pas certain qu'il ait une véritable existence juridique et que l'assignation puisse lui être valablement signifiée. Les intérêts cargaison ne peuvent donc pas se prévaloir d'un accord de consortium en demandant la condamnation à solidum des membres. Remarque: la consultation du registre d'immatriculation du navire indiqué au connaissement peut permettre au destinataire de trouver le nom du transporteur dans l'hypothèse où celui-ci est le propriétaire du navire. Mais, si tel n'est pas le cas, l'ayant droit à la marchandise doit assigner l'ensemble des membres du consortium.
cas particulier d'un vaisselle-charin-agrément VSA. En cas vaisselle-charin-agrément VSA, forme de consortium par lequel plusieurs transporteurs s'accordent pour permettre à chacun de bénéficier d'un espace sur les navires des autres membres, il a été jugé que l'action en responsabilité de l'ayant droit à la marchandise doit être intentée uniquement contre l'émetteur du connaissement à l'exclusion des autres membres du VSA. Quatrième difficulté. En cas de transport sous affrètement, l'ayant droit peut assigner celui qui, d'après les circonstances, apparaît comme étant le transporteur. Ce sera, selon le type d'affrètement, tantôt le fretteur, tantôt l'affrèteur. Dans la pratique, les connaissements dits de charte partie sont fréquemment émis sans en-tête, ni signature ou cachet lisible, si bien qu'il est parfois difficile pour l'ayant droit à la marchandise de savoir qui, du fretteur ou de l'affrèteur, a émis le connaissement et qui doit être considéré comme le transporteur. La solution doit être dictée par le principe que le connaissement est prépondérant et la valeur de ces énonciations doit l'emporter sur toute autre preuve extrinsèque. Cependant, en l'absence de toute identification du transporteur sur le connaissement, son détenteur est en droit d'agir contre l'armateur identifié comme celui du navire. Arrêt Vomarcas. Comme 21 juillet 1987, No 86, 10, 195, DMF 1987, P 573. Dans un arrêt important, dit arrêt Vomar, cette mise en cause a été autorisée. Ayant constaté que le connaissement ne mentionnait ni le nom de l'armateur, ni celui de l'affrèteur, et que la charte partie à laquelle il se référait n'était ni reproduite, ni annexée, la Cour d'appel a pu accueillir l'action formée contre le propriétaire du navire, quelles que soient les indications relatives à l'identité de l'affrèteur ayant pu résulter d'éléments extérieurs et révélés postérieurement à sa délivrance. Solution confirmée par la suite. Le chargeur. En pratique, il est assez rare que le chargeur indiqué sur le connaissement soit le chargeur réel. Son nom est en effet fréquemment remplacé par celui de son commissionnaire ou de son transitaire. En fait, le problème se pose essentiellement en présence d'un connaissement de vol. Définition. Le NVOL, non-vaisselle opérateur commun carrier, est un entrepreneur de transport multimodal ne possédant, en propre, aucun moyen de transport et qui offre au chargeur un service de bout en bout en sous-traitant la totalité des opérations de déplacement de la marchandise. Le NVOL est un peu l'adaptation internationale du commissionnaire de transport. Le recours à un NVOL entraîne un double niveau de documentation, entre le NVOL et son client d'une part, et entre le transporteur réel et le NVOL d'autre part. Entre le NVOL et son client, un connaissement maison appelé House Bill of Lading émis par le NVOL a son nom. Sur ce BL, le client du NVOL apparaît comme chargeur. Vis-à-vis de son client et du destinataire, le NVOL apparaît juridiquement comme le transporteur maritime. Il assume toutes les responsabilités du transporteur maritime sans être lui-même le transporteur des marchandises. Remarque que cela n'a rien d'illégal car le transporteur maritime n'est pas celui qui exploite un navire pour transporter des marchandises mais celui qui s'engage à acheminer une marchandise d'un port à un autre port. 15L66. Or c'est ce que fait le NVOL. Entre le transporteur réel et le NVOL, un connaissement, dénommé Master Bill of Lading établi par le transporteur maritime réel, auquel recourt le NVOL. Sur le Master Bill of Lading, le NVOL apparaît comme chargeur. Il est aussi fréquent que son agent maritime y figure comme destinataire. Cette coexistence de deux titres de transport est source de difficultés car les deux BL n'ont pas la même valeur juridique. Le BL émis par le NVOL n'a, en effet, pas la même valeur juridique qu'un connaissement émis par un transporteur et ne permet pas au destinataire de se faire délivrer la marchandise transportée. À destination, pour obtenir la remise des marchandises, le destinataire doit donc contacter le transitaire ou son agent qui recevra, en échange du document de transport émis par le NVOL au départ, l'original du connaissement émis par l'armateur au profit du NVOL. Grâce à ce document, le réceptionnaire pourra alors retirer directement la marchandise auprès du transporteur réel. En outre, en cas de perte ou d'avarie, les destinataires doivent agir en responsabilité contre le NVOL. Le NVOL, après avoir assumé ses responsabilités de transporteur à l'égard de ses clients, peut ensuite se retourner contre le transporteur maritime réel sur la base du Master Bill of Lading. Remarque. Autre problème résultant de la coexistence des deux BL. Cette coexistence de deux titres de transport est également source de difficultés pour les raisons suivantes.
Les titres de transport émis par les NVO sont presque identiques, même s'ils ne contiennent pas toujours les mêmes conditions et clauses de transport, à ceux de transport combiné délivrés par les armateurs traditionnels, rendant difficile leur distinction. Il s'agira donc de déterminer qui contracte et en quelle qualité. Les deux connaissements ne font pas toujours référence aux conventions internationales. D'où les difficultés pour savoir quel est le texte applicable. Il arrive aussi que ces documents soient signés à agent Forte Carrier et non à Carrier. Cette mention a pour but de tenter de transférer les risques et les responsabilités au transporteur réel. II. Le destinataire. Pour déterminer l'identité du destinataire, il convient de se référer au connaissement. Mais la lecture de celui-ci ne permet pas toujours de savoir qui est le destinataire réel. Pour bien comprendre la situation, il faut rappeler que les caractéristiques des trois types de BL que l'on peut rencontrer. Le BL à personne dénommée, ou nominatif. Le destinataire est celui dont le nom et l'adresse figurent au connaissement. Ce connaissement n'est pas transmissible par une simple signature. Il peut cependant être cédé selon les formes prévues par l'article 1324 du Code civil imposant la notification au débiteur. À défaut, la cession n'est pas opposable au transporteur. Lorsque le BL est nominatif, l'identité du destinataire, comme le chargeur, est en principe mentionnée dans le cadre supérieur gauche sur le BL préimprimé des lignes régulières. Cependant, comme pour le chargeur, l'identité du destinataire est souvent occultée par celle d'un auxiliaire de transport ou par le banquier qui a financé l'opération par un crédit documentaire. En pareil cas, le nom du destinataire réel apparaît souvent au titre de la rubrique notifie comme celui qui est en droit d'être avisé de l'arrivée du navire. Les difficultés d'identification du chargeur réel pouvant résulter de ces pratiques ont pour effet de rendre complexes les règles de recevabilité de l'action contre le transporteur maritime en cas d'avarie ou de manquant. Décision de la Cour d'appel de Rouen du 9 mars 2023, à propos du connaissement nominatif. L'arrêt de la Cour d'appel a jugé que le connaissement nominatif ne dispense pas le transporteur ou son mandataire d'exiger du destinataire la remise de l'original du BL avant de livrer la marchandise. Le BL au porteur. Le destinataire est celui qui présente le connaissement à l'arrivée. La transmission s'effectue par simple tradition. Le BL à ordre du chargeur ou du réceptionnaire. Le destinataire est le dernier endossataire du connaissement, C. Transp. A. R. 5422-16. Celui-ci est transmissible par simple endossement. Lorsque des connaissements comportent la mention à l'ordre, mais n'indiquent aucun nom de bénéficiaire, mention laissée en blanc, ils doivent être considérés comme étant au porteur. Plus précisément, un connaissement contenant la clause à l'ordre sans mentionner le nom du bénéficiaire est censé être à l'ordre du chargeur. Au final, le nom du destinataire réel n'apparaît donc pas toujours sur le titre, et ce même si les parties ont veut établir un connaissement nominatif. Première partie. L'action en justice contre le transporteur maritime. Pour agir en justice contre le transporteur maritime, le demandeur doit disposer d'un droit d'action, chacun, et que son action n'est pas prescrite, chaque 2. Chapitre 1. Les conditions du droit d'action en matière de transport maritime. Les conditions du droit d'action sont celles du droit commun prévu par le Code de procédure civile. Selon l'article 31 du Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention. Cette ouverture très large du droit d'action en justice fait l'objet d'une restriction. L'article 31 dispose, en effet, qu'il en est ainsi sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie. Il résulte de cet article que, pour disposer du droit d'agir en justice contre le transporteur maritime, le demandeur doit justifier à la fois de sa qualité et de son intérêt à agir. En cas de litige résultant d'un préjudice résultant d'un transport maritime, ex-avarie ou manquant, l'intérêt, section 1, et la qualité à agir, section 2, du demandeur est l'une des premières questions discutées devant le juge. Ces deux conditions revêtent toutefois certaines particularités dues à la spécificité du droit maritime. En droit maritime, le droit d'action appartient aux intéressés au transport, C. Transp. A. L. 5422-2. Section 1. L'intérêt à agir. En droit maritime, le droit d'action appartient aux intéressés au transport, C. Transp. A. L. 5422-2.
il convient de définir la notion d'intérêt à agir, avant de s'arrêter sur la question particulière de l'impact de l'existence d'un contrat de vente à l'origine du transport, et d'évoquer la possibilité d'une cession du droit d'action, La notion d'intérêt à agir. L'intérêt à agir relève de la recevabilité de l'action et ne doit pas être confondu avec son bien fondé qui sera, ensuite, discuté au cours du procès. Tout récemment, la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 mars 2022 a rappelé qu'en application de l'article 31 du Code de procédure civile, l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Arrêt du 28 septembre 2021 de la Cour d'appel de Paris a jugé que le transporteur ne peut pas remettre en cause l'intérêt à agir des sociétés appelant en garantie des condamnations qui pourraient prononcer à leur encontre dans une procédure d'indemnisation des dommages lors d'un transport international maritime dans lequel elles sont intervenues en qualité de commissionnaires. Certains auteurs soulignent que l'intérêt réside dans la réalité d'un préjudice auquel une mesure obtenue de juge apportera remède. L'intérêt est par conséquent l'avantage pécuniaire ou moral que le plaideur souhaite retirer de son action, puisqu'il se matérialise dans le résultat attendu du jugement. Cette condition s'explique aisément. Le juge doit rendre à chacun ce qui lui est dû. Or, si le demandeur n'a pas d'attente à soumettre au juge, le prétoire doit légitimement lui être fermé. Aussi, une personne qui ne saurait justifier d'une raison pour agir, doit être déclarée irrecevable en sa demande. Le lien entre l'avantage attendu et la saisine de la juridiction se concrétise alors. L'intérêt est absent lorsque le demandeur n'a pas de préjudice à faire valoir, mais aussi lorsque l'issue de la procédure n'aurait aucun effet sur sa situation car inopérante à son égard. Ainsi, il a été jugé qu'est irrecevable une demande d'indemnisation formée contre un transporteur lorsque la marchandise volée a été retrouvée qu'elle n'avait pas été détériorée pendant le transport. La décision de la Cour d'appel de Fort-de-France du 19 juin 2023 rappelle que la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ne permet pas aux transporteurs de s'opposer à une décision de justice alors qu'il ne justifie d'aucun intérêt à agir, il se doit d'exécuter cette décision. Autrement dit, ne justifie pas d'un intérêt à agir en contestation d'une ordonnance qui lui impose de remettre des conteneurs au destinataire, le transporteur ne disposant d'aucun droit sur ces conteneurs. Remarque. Une ordonnance est rendue par un juge, le président du tribunal de commerce, car il s'agit d'une mesure d'urgence. L'appréciation de l'intérêt à agir est abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. Le titulaire du droit d'action doit rapporter la preuve qu'il a subi un préjudice personnel du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport ou, s'il s'agit du transporteur du fait que le chargeur ou le destinataire n'ont pas rempli leurs obligations. À titre d'exemple, il a été jugé que a intérêt à agir contre le transporteur, le destinataire qui a réglé des surestaries à sa place, c'est à Paris, 6 octobre 2004, No 01 149 14, Frelance Ltd. C'est Aluminium Pechinea. A intérêt à agir contre le destinataire, le transporteur qui réclame le remboursement des surestaries qui lui sont dues à la suite de l'immobilisation prolongée de conteneurs mis à disposition, sans conclusion d'un contrat de location distinct, car elle est rattachable au contrat de transport. CAS. Comme 30 juin 2015, No 13 27 064. L'intérêt à agir en présence d'un contrat de vente et d'un contrat de transport. Souvent, un contrat de vente se superpose au contrat de transport de marchandises, le chargeur ayant la qualité de vendeur, le destinataire celle d'acheteur. Ces deux contrats tissent des liens étroits, puisque le vendeur et l'acheteur deviennent respectivement expéditeurs et destinataires afin de permettre l'acheminement de la marchandise à destination. La vente et le transport sont ainsi deux instruments juridiques utilisés pour une opération économique globale consistant à faire acheminer les marchandises chez le client qui les a commandées. Cette interdépendance économique entre le contrat de vente et le contrat de transporteur pose question au niveau de l'appréciation de l'intérêt à agir. Après avoir précisé le principe de l'indépendance du contrat de transport et ses conséquences, nous verrons que la jurisprudence prend toutefois parfois en compte les conditions de vente. 2. L'indépendance du contrat de transport maritime en application de l'effet relatif des contrats, CECID. 1199, le contrat de transport et le contrat de vente sont distincts, selon une jurisprudence constante.
L'indépendance du contrat de transport maritime par rapport à celui de vente implique 1. Que la personne mentionnée au connaissement est recevable à agir contre le transporteur, sans qu'elle ait besoin, si elle est destinataire des marchandises, de prouver qu'elle a payé le prix de la marchandise au vendeur. CA Aix-en-Provence, 31 octobre 2013, non 10, 220, 98, AXA CSA. C'est capitaine du navire Jeanne Delmaya degré. 2. Le transporteur ou son assureur ne peuvent pas se prévaloir du contrat de vente auquel ils sont tiers pour combattre les droits du chargeur d'agir contre eux. Arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2004 numéro 2, 10, 211. 2. Que le commissionnaire, pas davantage que le transporteur ou son assureur, tiers au contrat de vente, ne peuvent se prévaloir des effets de la vente pour dénier à l'expéditeur le droit d'agir contre le commissionnaire à défaut de paiement du prix de la marchandise. CA Aix-en-Provence, 17 juin 2021, non 18, 015, 22, XL Assurance CA CPSTM. De même, s'agissant de l'intérêt à agir du chargeur contre le transporteur maritime, il a été jugé que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne saurait se prévaloir des effets de la vente pour dénier à l'expéditeur l'acheteur le droit d'agir contre le transporteur à défaut du paiement du prix de la marchandise. 3. Que le fait que la vente soit une vente fauve ne fait pas obstacle à ce qu'une action en indemnisation en raison de la perte de marchandises soit intentée par l'expéditeur si celui-ci a intérêt à agir indépendamment de la charge des risques, en justifiant d'un préjudice résultant de cette perte au cours du transport. B. La prise en compte des conditions de vente par la jurisprudence. Malgré cette solution résultant de l'effet relatif des contrats, CCID. Arti. 1199, les juridictions sont souvent amenées à examiner les conditions de la vente pour rechercher le préjudice et donc l'intérêt à agir, rendant ainsi les deux contrats interdépendants. Autrement dit, la jurisprudence fonde parfois les solutions rendues par la prise en compte des incoterms prévus dans le contrat de vente. Premier exemple. Il a ainsi été jugé que même si sous l'incoterm FOB, l'acheteur supporte normalement le risque du transport, le vendeur qui justifie d'un préjudice personnel conserve un intérêt légitime à agir contre le transporteur maritime. Tel est le cas, pour un vendeur, chargeur réel, qui avait subi un dommage du fait de la destruction de la marchandise, c'est à Paris, 10 mai 2012, no 08, 133, 67, Compagnia Sudamericana de Vapor CYSL Parfum et A. Deuxième exemple. C'est également le cas pour un coterme ex-work, en vertu duquel l'acheteur assure le transport et assume tous les risques et frais inhérents de la mise à disposition de la marchandise dans les locaux du vendeur ou au lieu contractuellement désigné. Il a ainsi été jugé qu'une vente ex-work ne fait pas non plus obstacle à l'action du vendeur, tiers au contrat de transport, qui reproche au transporteur maritime d'avoir remis au destinataire des lettres de transport alors qu'il lui avait déjà remis les connaissements originaux, de sorte que le destinataire a pu récupérer la marchandise sans lui avoir réglé le solde des factures, l'empêchant, en outre, de la vendre à d'autres clients sur place. C'est à Versailles, 28 octobre 2021, no 20, 015, 51, DSVRECAC Octa, BTL 2021, no 3854, P 656, DMF 2022, numéro 843, P 146. Dans cette décision, le juge a considéré qu'en qualité de tiers au contrat de transport maritime, le vendeur peut invoquer, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage et que ce manquement constitue une faute quasi délictuelle. Les incoterms ont pour objet de déterminer les obligations des parties à un contrat de vente international. Les incoterms ne sont pas opposables aux transporteurs maritimes, ils ne peuvent pas modifier les règles de responsabilité maritime vis-à-vis du chargeur ou du destinataire. L'idée est que même si un incoterm prévoit que l'acheteur prend en charge les marchandises à bord du navire, le transporteur reste responsable des marchandises jusqu'à leur déchargement en application de la Convention de Bruxelles ou de la loi française. Il a été ainsi jugé qu'une vente ex-work départ entreprise ou départ usine, par laquelle l'acheteur assure le transport et assume tous les risques et frais inhérents à la marchandise dès sa mise à disposition dans les locaux du vendeur ne fait pas obstacle à l'action du vendeur, tiers au contrat de transport, contre le transporteur maritime.
Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 juin 2023 numéro 22-12-885. Le vendeur reprochait au transporteur maritime d'avoir remis des lettres de transport alors qu'il lui avait déjà remis les connaissements originaux de sorte que le destinataire a pu récupérer la marchandise sans avoir réglé le solde des factures, ce qui l'a empêché de la vendre à d'autres clients. Le juge a décidé qu'en qualité de tiers au contrat de transport maritime, le vendeur peut invoquer sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage et que ce manquement constitue une faute quasi délictuelle. Section 2. La qualité à agir. S'agissant de la qualité du droit d'agir contre le transporteur maritime, il convient de distinguer selon qu'un connaissement a été mis, ou pas, la qualité à agir en l'absence de connaissement. Le contrat de transport étant un contrat consensuel, il existe, même en l'absence de connaissement, dès qu'est intervenu un accord des parties pour le transport de la marchandise. La recevabilité de l'action contractuelle du destinataire n'a jamais été contestée. La Cour de cassation a récemment conforté cette solution en rappelant que le chargeur tenant son droit d'action en responsabilité contractuelle du contrat de transport et non du document qui le constate, il n'y a pas lieu, pour apprécier l'ouverture de ce droit, de distinguer selon que le transport a donné lieu à l'émission d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime, ni selon que le chargeur est identifié ou non sur ces documents. Casse. Comme 23 mars 2022, No 19, 16, 466. Lorsqu'aucun connaissement n'a été mis, l'action en responsabilité née du contrat de transport appartient ainsi aux parties, c'est-à-dire au chargeur et au destinataire. Les parties au contrat de transport justifient de par cette seule qualité de leur droit à agir, ce qui fait qu'aussi bien le chargeur réel que le destinataire réel est recevable à agir, à charge pour eux de justifier de leur qualité. La dite qualité de partie au contrat de transport peut être prouvée par tous moyens. L'action en responsabilité née du contrat de transport maritime appartient ainsi, en premier lieu, aux parties. À la suite de contentieux assistants, les tribunaux, emmenés par la Cour de cassation, admettent le droit d'action d'une nouvelle catégorie. Les divers intéressés au transport, qu'ils soient mentionnés ou non au connaissement, à la condition qu'ils aient subi un préjudice. Ce sont les victimes, lesquelles doivent démontrer leur intérêt à agir, CPC, A. 31. B. Remarque: l'action en responsabilité contre le transporteur maritime est une action contractuelle. Seul peut l'intenter le créancier de l'obligation contractuelle mal exécutée qui justifie ainsi d'un intérêt né et actuel à agir, CPC, A. 31. C'est le cas du chargeur ou du destinataire, associé au contrat. En revanche, le propriétaire de la marchandise en tant que tel ne le peut pas. Sous réserve des exceptions tenant au droit d'action du destinataire réel et du chargeur ayant subi le préjudice. La qualité à agir en présence d'un connaissement où les titulaires du droit d'action contre le transporteur maritime ne sont désignés expressément ni par la loi française, ni par la Convention de Bruxelles. La jurisprudence s'est efforcée de combler cette lacune et reconnaît la qualité à agir non seulement au détenteur légitime du connaissement, A, mais aussi au destinataire réel, B, et au chargeur, C. A. Le détenteur légitime du connaissement. La jurisprudence considère toutefois que le détenteur légitime du connaissement est, en principe, seul habilité à exercer les actions découlant de ce titre. Remarque. Cette solution se justifie par le fait qu'en raison de ses fonctions, le connaissement doit être un titre sûr et son détenteur légitime protégé. En effet, selon la théorie dite du connaissement, ce n'est pas seulement le droit de réclamer la marchandise qui est incorporé au document et transmis avec lui, mais aussi le droit d'agir en responsabilité contre le transporteur. La difficulté est que suivant la nature du connaissement, le détenteur légitime change. Il en résulte que, si le connaissement est à personne dénommée, seul le destinataire a le droit d'agir. Ce dernier est le titulaire naturel du droit d'action à l'encontre du transporteur maritime, CAS. Comme 21 février 2006, No 04, 10, 592. Par extension, le droit d'agir est ouvert aux cessionnaires réguliers. Si le connaissement est à ordre, seul le dernier endossataire a qualité pour agir, CAS. Comme 24 novembre 1975, No 74, 12, 782, BT 1976, P 86. Si le connaissement est au porteur, le porteur légitime est habilité à agir.
Cependant, quand le connaissement a été accompli sur présentation du premier original, la personne détenant un titre à ordre laissé en blanc ne peut se prétendre porteur légitime du document, CAS. Comme 27 octobre 1998, No 96, 17, 628. Remarque le porteur des delivery orders mis en remplacement des connaissements à qualité pour se faire remettre les marchandises. Il est à ce titre recevable à agir en responsabilité, c'est à Paris, 7 février 1984, DMF 1984, p. 687. Si le droit d'action est en principe réservé au réceptionnaire, destinataire, mentionné au connaissement n'a jamais posé problème eu égard au caractère tripartite du contrat de transport, c'est, en revanche, poser la question de savoir si l'on devait admettre le droit d'action du destinataire réel, non mentionné au BL. B. La qualité à agir du destinataire réel. La jurisprudence admet l'action de celui qu'on appelle le destinataire réel. 1. La notion de destinataire réel. Le destinataire réel se caractérise par le fait qu'il n'apparaît pas en tant que tel sur le connaissement. En effet, dans la pratique, le nom du destinataire, idem pour le chargeur, réel est remplacé par l'un des nombreux intermédiaires, transitaires, commissionnaires de transport, vol, opérateur multimodal qui à des degrés divers prendre en charge l'élaboration du contrat de transporteur maritime. Le fait que le nom du destinataire ne figure pas sur le connaissement a posé la question de savoir à qui appartenait le droit d'agir contre le transporteur maritime. 2. L'admission du droit d'action du destinataire réel. La question de l'admission du droit d'action du destinataire réel a fait l'objet de controverses avant d'être tranchée définitivement par la Cour de cassation. 2. 1. La solution antérieure. L'admission du droit d'action du destinataire réel ne s'est pas imposée facilement car la doctrine considérait qu'il fallait protéger la valeur du connaissement, qui doit être un instrument sûr. Selon le doyen Rodière, seul le destinataire figurant sur le connaissement ou qui en est le porteur légitime doit avoir le droit d'agir. À défaut, on ruinerait la valeur donnée au connaissement. Il ajoutait que comme pour une lettre de change, il faut que personne ne puisse se méprendre sur les qualités et droits du porteur du connaissement. La jurisprudence considérait de même qu'il fallait juger de la qualité des parties en se référant aux seules énonciations du connaissement. La solution était simple. Seule la lecture du connaissement permettait de déterminer la qualité à agir. Cette jurisprudence était fondée sur le formalisme du connaissement envisagé comme proche d'un titre cambiaire. Cette solution présentait toutefois de tels inconvénients qu'elle a fait l'objet d'un revirement. Cette solution consistant à réserver le droit à celui dont le nom figure au connaissement ou à son porteur légitime engendrait beaucoup de difficultés et d'injustices. En effet, le professionnel dont le nom figurait au connaissement comme chargeur ou destinataire ne pouvait pas agir contre le transporteur maritime car il était dépourvu d'intérêt à agir faute d'avoir subi un préjudice. Seul le chargeur ou le destinataire réel avait intérêt à agir. Le professionnel devait donc systématiquement céder son droit d'action au destinataire, ou chargeur, qui seul avait un intérêt à agir. En outre, si le professionnel destinataire apparent refusait de céder son droit d'action, le chargeur ou destinataire réel n'avait le droit d'agir contre le transporteur maritime et n'obtenait donc aucune réparation. 2. L'admission du droit d'action du destinataire réel. Depuis la fin des années 1980, la jurisprudence admet le droit d'action du destinataire réel. Tout d'abord, la jurisprudence a admis le droit d'action de celui qui apparaît au BL comme notifié, ou personne à prévenir, à condition qu'il puisse prouver qu'il est également le destinataire réel de la marchandise. Ce qui est souvent le cas. Cette extension du droit d'agir se fondait encore dans une certaine mesure sur le BL. Le destinataire y figurait même s'il n'y apparaissait pas sous sa véritable qualité. Une nouvelle étape a été vite franchie. Par un arrêt du 7 juillet 1992, la Cour de cassation a jugé que si l'action en responsabilité pour perte ou avarie contre le transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport. Cette jurisprudence est suivie par les juridictions du fond. Par extension est recevable l'action du porteur d'un connaissement à ordre laissé en blanc qui a agi en qualité de mandataire du destinataire réel. C'est l'effet de la représentation inhérente au mandat. Cette jurisprudence est suivie par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 5 juillet 2023.
Par extension, est recevable l'action du porteur d'un connaissement à ordre délaissé en blanc, équivaut à connaissement au porteur, qui a agi en qualité de mandataire du destinataire réel. 2. 3. La preuve de la qualité de destinataire réel. La Cour de cassation, en étendant l'action du destinataire réel a, du même coup, admis la possibilité d'apporter la preuve de sa qualité par tous moyens. C'est ainsi que la qualité de destinataire réel de l'acheteur final a été démontrée par la production de la facture de vente ou par la production du crédit documentaire ouvert par la banque portée destinataire au connaissement. C. La qualité à agir du chargeur réel. La question du droit d'action du chargeur réel n'aurait jamais dû être l'objet de controverse car il est partie première au contrat. Ce droit lui fut toutefois contesté par la jurisprudence. Une bonne compréhension de la question du droit d'action du chargeur réel suppose de revenir sur la problématique 1 et l'évolution de la jurisprudence 2. 1. La problématique à l'instar du destinataire. Les chargeurs sont souvent victimes d'une mauvaise exécution du transporteur maritime. En effet, même si la marchandise ne voyage pas à leur risque, de nombreux chargeurs, soucieux de préserver leurs intérêts commerciaux vis-à-vis de leurs clients, sont amenés à supporter les frais nés d'une mauvaise exécution du contrat de transport. Si les tribunaux ont longtemps admis l'action du chargeur détenteur du connaissement, ils la refusaient en cas contraire, sauf hypothèse de préjudice personnel. 2. L'évolution de la jurisprudence. Si les tribunaux ont longtemps admis l'action du chargeur détenteur du connaissement, ce droit lui a été refusé par la Cour de cassation en 1985 dans l'arrêt Mercandia Transporteur 2-1, avant que l'Assemblée plénière n'intervienne dans cette même affaire et opère un revirement de jurisprudence en 1989, dont la solution a été assouplie par l'arrêt Norbert du 19 novembre 2000, 3. 2-1. L'arrêt Mercandia Transporteur du 25 juin 1985. Le refus du droit d'action du chargeur fait. Transport de grues vendues FOB au départ de Marseille et à destination de Dammam en Arabie Saoudite. À l'arrivée, des dommages sont constatés et les autorités saoudiennes interdisent le déchargement des grues. Le vendeur fait revenir en France les grues avant les réexpédier à Dammam, le tout à ses frais. L'acquéreur non livré n'a pas payé la marchandise. Les assureurs subrogés dans les droits du chargeur obtiennent la condamnation du transporteur maritime. Solution. Par un arrêt du 25 juin 1985, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a refusé ce droit d'action du chargeur en décidant que l'action en réparation ne pouvait être exercée, en cas d'émission d'un connaissement à ordre, que par le dernier endossataire ou le cessionnaire de sa créance casse. Comme 25 juin 1985, No 83, 14, 873, BT 1985, P 518. La Cour de cassation excluait le droit d'action au chargeur au motif qu'en ayant transmis le BL lors de la livraison, il s'était également dépouillé du droit d'agir contre le transporteur même s'il était le seul à avoir subi un préjudice. Cette solution qui s'appuie sur la théorie formaliste du connaissement, a été heureusement abandonnée par un arrêt du 22 décembre 1989 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation car elle conduisait à un déni de justice dès que dans le cas considéré le chargeur qui était seul à avoir subi un préjudice ne pouvait en demander réparation faute de qualité à agir. De son côté, le destinataire avait qualité à agir mais pas d'intérêt à agir faute de préjudice. 2. L'arrêt de la paix de 1989 Mercandia 2. L'action du chargeur admise s'il est seul à avoir subi un préjudice EN 1989, l'Assemblée plénière a mis un terme à cette même affaire, dite Mercandia. Par un arrêt du 22 décembre 1989, la Cour de cassation, siégeant là en Assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence et jugé que si l'action en responsabilité pour perte et avarie contre le transporteur maritime n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au chargeur lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport casse. As. Plain. 22 Dec. 1989, No 88, 10, 979, Bulle. Civ. As. Plain. No 4, BT 1990, P 27, DMF 1990, P 29. Il résulte implicitement de cet arrêt que ce n'est plus la qualité de détenteur du connaissement qui est privilégiée, comme en 1985, mais sa qualité de partie au contrat de transport. Cet arrêt fait ainsi prévaloir la théorie contractuelle sur la théorie formaliste du connaissement. Cette solution a été adoptée par toutes les juridictions.
Plus avant, l'Assemblée plénière a ouvert la voie vers une admission plus large du droit d'action contre le transporteur maritime. 2, 3. L'arrêt Norbert de 2000. Ouverture du droit d'action contre le transporteur maritime. L'arrêt de la paix de 1989 subordonnait le droit d'action du chargeur à la condition qu'il soit le seul à avoir subi un préjudice. Cette solution, qui n'avait pas de fondement textuel, a été critiquée. Cette restriction a été levée avec l'arrêt Norbert du 19 décembre 2000 qui a gommé l'exigence d'exclusivité du préjudice. Par cet arrêt, la Cour de cassation reconnaît le droit d'action du chargeur réel à la seule condition qu'il ait subi un préjudice. Peu importe qu'il ait été le seul à subir un préjudice. Désormais, toute personne, partie au contrat, ayant souffert un préjudice en raison de la mauvaise exécution d'un contrat de transport maritime peut agir en justice contre le transporteur. Peu importe que le demandeur soit le seul à avoir subi un préjudice, il suffit de faire état d'un préjudice. Ceci réglé, deux questions se posent. Qui est partie à ce contrat? Auquel tant de personnes sont intéressées? En quoi la situation diffère-t-elle lorsqu'un connaissement a été mis? Conclusion. Chargeurs et destinataires sont également recevables à agir, chacun naturellement dans la mesure de son intérêt. La seule difficulté consiste à éviter que, leurs actions se superposant, le même préjudice se trouve réparé deux fois. En règle générale, l'action continue à être réservée au titulaire légitime du connaissement, soit son porteur ou son dernier endossataire, étant entendu que le connaissement à ordre endossé en blanc est traité comme titre au porteur. La solution de l'arrêt Mercandia du 22 décembre 1989 modifiée par l'arrêt Norbert ouvrant le droit d'action au chargeur réel qui a subi un préjudice correspond à une situation exceptionnelle. Mais cette situation n'est pas propre au chargeur. Le destinataire réel en a aussi rapidement profité. La transmission du droit d'agir. Le droit d'agir contre le responsable des avaries ou manquants affectant la cargaison, transporteur maritime, commissionnaire, manutentionnaire, chargeur, peut être transmis par le biais d'une subrogation, A, ou d'une cession de droit, B. A. La subrogation. La transmission du droit d'agir contre le transporteur maritime, par le biais d'une subrogation, peut jouer en faveur de l'assureur faculté, du commissionnaire de transport en charge de l'organisation du transport ou de tiers. Nous nous arrêterons sur la subrogation au profit de l'assureur faculté, 1, et sur la subrogation au profit du commissionnaire de transport, 1, 2, car ce sont ceux qui bénéficient le plus souvent. Remarque, le chargeur lui-même peut, par les faits de la subrogation, succéder aux droits de son acheteur, destinataire de la marchandise, et agir en cette qualité. Le destinataire d'une marchandise transportée sur un navire affrété sous charte au voyage peut céder ses droits non pas à l'assureur de la marchandise mais à l'affréteur qui l'a indemnisé, casse.com. 8 octobre 2002, navire Jules Homme. 1. La subrogation au profit de l'assureur faculté. En règle générale, la subrogation dans le droit d'agir contre le responsable des dommages dus au transport maritime est consentie par son titulaire à son assureur. Cela s'explique par le fait que marchandises transportées par mer font généralement l'objet d'une assurance faculté. Ainsi, lorsqu'un sinistre résultant du transport survient, l'assureur faculté indemnise, en règle générale, l'ayant droit à la marchandise. Il bénéficie, en contrepartie, de la transmission du droit d'agir contre le responsable des dommages, transporteur, manutentionnaire, transitaire, etc., par le mécanisme de la subrogation. On distingue à cet égard deux types de subrogation. La subrogation légale, A, et la subrogation conventionnelle, B. 1. La subrogation légale de l'assureur faculté. L'article 172-29 du Code des assurances relatif à la subrogation légale de l'assureur maritime dispose que lorsque l'assureur indemnise l'assuré dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance, il acquiert à concurrence de son paiement tous les droits de l'assuré. La situation de l'assureur marchandise est similaire à celle de l'assureur terrestre. Il convient de noter que si la police d'assurance laisse une franchise à la charge de l'assuré ou si l'assuré n'a couvert que partiellement la valeur de la marchandise, il aura vraisemblablement un conflit entre les droits respectifs de l'assuré et de son assureur à l'encontre du responsable du dommage, souvent le transporteur. Tel sera notamment le cas lorsque le transporteur maritime, responsable des avaries ou manquants, se prévalant de la limitation légale de responsabilité n'indemnise qu'une partie du préjudice. Dans une telle situation, l'assuré doit être indemnisé en premier lieu. Il n'y a pas de partage au marque le franc entre l'assuré et l'assureur.
En pratique, ce genre de conflit est rare. La mise en œuvre de la subrogation légale suppose que l'indemnité doit correspondre à des dommages garantis par la police. A contrario, un règlement qui n'est pas effectué dans les conditions de la police, règlement commercial, ne bénéficie de la subrogation légale. Remarque: l'exigence de la production de la police par les tribunaux, même si elle est légitime, suscite de sérieuses difficultés en pratique. En effet, les entreprises d'assurance sont réticentes à produire la police considérant que cela porte atteinte au secret commercial. Elles ne veulent pas dévoiler leurs clauses perfectionnées par de longues années de pratique. On observera en outre que la production de la police n'est pas nécessaire. Très souvent, un certificat d'assurance et un acte de subrogation permettent de prouver au juge que le sinistre a bien pour origine un risque couvert. La preuve du paiement de l'indemnité qui peut être faite par tous moyens. Il n'est pas nécessaire que le paiement soit concomitant du paiement de l'indemnité. La preuve résulte le plus souvent de la quittance subrogative signée par l'assuré. 1, 2. La subrogation conventionnelle au bénéfice de l'assureur faculté si l'assureur conçoit à son assuré un règlement commercial, c'est-à-dire au-delà de l'indemnité due en application des conditions de garantie prévues par la police faculté, il ne bénéficie plus de la subrogation légale. Toutefois, en application du droit commun, l'assureur peut revendiquer le bénéfice d'une subrogation conventionnelle au titre de l'article 1346-1 du Code civil, en A. 1250, pour la totalité des sommes versées par lui à condition de la subrogation intervienne dans le délai de prescription d'1 an. Pour que la subrogation conventionnelle soit valable, il faut également que la subrogation soit expresse, qu'il existe une concomitance de la subrogation et du paiement. L'article 1346-1 du Code civil pose une exception à cette règle qui concerne le cas où dans un acte antérieur, le subrogant avait manifesté sa volonté que son co-contractant lui soit subrogé lors du paiement. Cet article a pris en compte la pratique des assureurs qui adressent à leur assuré une quittance en portant une subrogation et une cession de droit et ne règlent l'indemnité que lorsqu'ils reçoivent le retour de la quittance signée. 1, 2. La subrogation du commissionnaire de transport. Le commissionnaire de transport est à l'égard de son commettant, ayant droit à la marchandise, tenu en première ligne de l'indemniser. S'il exécute spontanément son obligation contractuelle, en réglant son client, il bénéficie en retour contre le transporteur maritime. En pareil cas, il bénéficie de la subrogation légale de l'article 1251, 3 du Code civil dès lors que la subrogation légale opère au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres du paiement de la dette avait intérêt à la quitter. Retenant une conception large de la concomitance, la Cour de cassation a jugé que la concomitance de la subrogation et du paiement exigé par la loi pour la subrogation conventionnelle est remplie dès lors que le commissionnaire a pris l'engagement exprès d'indemniser son co-contractant, CIV. 28 mai 2002. Cette position doit être approuvée. La subrogation peut être remplacée par une cession du droit d'action. B. La cession du droit d'action. La cession de droit d'action revient à une cession de droit de créance. Selon l'article 1321 du Code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. La cession des droits de l'un des intervenants au transport peut être indispensable à l'exercice d'un recours contre le transporteur maritime. Le droit d'action contre le transporteur maritime peut être transmis par son titulaire, et lui seul, à un tiers, généralement l'assureur, par cession de droit, c. Civ. A. 1689 et S. La cession des droits de l'un des intervenants au transport peut être indispensable à l'exercice d'un recours contre le transporteur maritime. Par exemple, sont ainsi recevables à agir les assureurs du vendeur de la marchandise, bénéficiaires d'une cession de droit de la part du transitaire chargeur, C. à Paris, 12 janvier 1984, DMF 1984, p. 413. Avant d'examiner les deux types de cession de droit envisageables, il convient de préciser qu'une cession de droit n'est possible qu'à condition qu'au moment de la cession, le cédant ait eu qualité pour agir. À titre d'exemple, il a jugé que la production d'actes de cession non datés peut être suffisante à établir cette qualité à agir, C. à Rouen, 20 janvier 2005.
En revanche, il a été jugé qu'une cession de droit n'est pas possible quand les droits du cédant étaient déjà éteints au moment où il a envisagé une cession. C'est à Paris, 12 mai 2004. Arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 19 janvier 2012. La Cour d'appel a jugé que l'acte précisant le transport concerné et visant tous les droits et actions afférents au recours pouvant être exercés contre quiconque ayant une responsabilité dans le transport à concurrence du préjudice est valable. Ceci étant dit, on distingue la cession de droit partiel, 2.1, de la cession de droit global, 2.2. 1. La cession partielle, égale cession de la qualité à agir. La cession partielle des droits portant sur la seule qualité à agir était fréquente avant l'arrêt de la paix du 22 décembre 1989 dans l'affaire Mercandia, lorsque l'ayant droit réel à la marchandise n'était pas mentionné dans le connaissement. Cette cession partielle portant sur la qualité à agir permettait aux chargeurs ou aux destinataires réels de justifier de la recevabilité de leur action en réunissant sur leur tête intérêt et qualité à agir. En dépit de l'ouverture du droit d'action en responsabilité contre le transporteur par l'arrêt Mercandia, les praticiens recourent encore largement aux cessions de droit par habitude et prudence. Le recours à la cession de droit s'explique d'une part par le pragmatisme des praticiens qui préfèrent se prémunir contre un revirement de jurisprudence d'application immédiate, en quelque sorte rétroactive, d'autre part, par la complexité de certaines situations maritimes qui engendrent des cas où une telle cession conserve son utilité. 2. La cession globale du droit d'action, intérêt et qualité à agir, constitue le palliatif nature des difficultés liées aux deux formes de subrogation que nous avons évoquées, subrogation légale et conventionnelle. En effet, en dehors de toute subrogation, les parties au contrat d'assurance peuvent se placer sur le terrain du droit commun. L'assuré titulaire de l'intérêt et de la qualité à agir peut céder son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur maritime à quiconque et notamment à son assureur. Cette cession se fait par le mécanisme d'une cession de créance dont le régime est posé par les articles 1321 à 1326 du Code civil depuis l'ordonnance No 2016-131 du 10 février 2016. Les parties à la cession de créance doivent donc respecter le formalisme prévu par l'article 1324 du Code civil qui dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Première remarque, l'article 1324 du Code civil est moins formaliste que l'ancien article 1690 du Code civil. A. 1690 Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport fait par le débiteur dans un acte authentique. Contrairement à l'ancien article 1690, l'article 1324 du Code civil ne requiert pas que l'acceptation fasse l'objet d'une signification, ce qui impliquerait un acte d'huissier, encore moins d'un acte authentique. Cet article prévoit deux conditions alternatives pour valider l'opposition de la cession au débiteur. L'opposabilité de la cession au débiteur peut résulter d'une notification de l'acte au débiteur. Cette notification peut s'effectuer par voie postale, ce qui n'était pas possible avant la réforme. L'article 1324 prévoit que l'opposabilité de la cession au débiteur peut également résulter d'une prise d'acte par ce dernier. La prise d'acte peut être définie comme une déclaration de connaissance d'un acte, en l'occurrence la cession des droits du titulaire de l'action contre le transporteur maritime. L'article 1324 du Code civil allège considérablement le formalisme de la cession de droit, ce qui est bienvenu en droit maritime où la jurisprudence antérieure avait tendance à interpréter avec laxisme les exigences de l'article 1690 du Code civil. Désormais, sous la seule contrainte du respect des conditions de l'article 1324 du Code civil, le droit d'action contre le transporteur maritime peut être transmis par son titulaire, et lui seul, à un tiers, généralement l'assureur, par une cession de droit, cécide. A. 1689. Sont ainsi recevables à agir les assureurs du vendeur de la marchandise, bénéficiaires d'une cession de droit de la part du transitaire chargeur. La validité de la cession suppose, bien évidemment qu'au moment de la cession, le cédant ait eu qualité pour agir. À titre d'exemple, la cession n'est pas possible si les droits du cédant ses droits étaient déjà éteints, c'est à Paris, 12 mai 2004. Pour finir, il convient de préciser qu'en théorie, le mécanisme de la subrogation et de la cession de droits sont utilisés de façon alternative.
Normalement, les assureurs de la marchandise sont investis des droits du destinataire assuré, soit par le jeu de la subrogation, soit par celui d'une cession de droits, égale solutions alternatives. En pratique, il n'en va pas toujours ainsi. Il arrive que les deux mécanismes soient utilisés cumulativement, ce qui n'est pas sans poser problème. Conclusion du chapitre 1. Pour conclure, ce chapitre sur les conditions du droit d'action contre le transporteur maritime, il convient de replacer la question de la recevabilité de l'action de l'ayant droit contre le transporteur dans une perspective plus large. Comme on vient de le voir, la question de la recevabilité de l'action n'est pas une question secondaire car l'irrecevabilité d'une action met fin à la procédure et donc au procès. Pour autant, la recevabilité de l'action n'est qu'un préalable au succès des prétentions du demandeur à l'action, car comme nous l'avons vu, la recevabilité ne préjuge pas du bien fondé de l'action. Il faut donc faire attention à ne pas confondre recevabilité, égale droit d'action, et bien fondé de l'action. En cas de litige, l'important est évidemment de déterminer si le transporteur maritime est responsable et de chiffrer le montant de la réparation du fait de la mauvaise exécution du contrat.